Alors Patrick Koller, vous êtes à la tête de Faurecia. Bon, le public ici connaît le monde automobile, mais quand même, est-ce qu'en quelques mots, on peut resituer Faurecia aujourd'hui et surtout les perspectives, parce que vous êtes vraiment, les équipementiers aujourd'hui sont au cœur de la révolution automobile, et nous dire en quelques mots si vous pouvez présenter Faurecia au public. Alors peut-être en quelques chiffres d'abord. 18 milliards de chiffre d'affaires, 115 000 personnes dans le monde, dans 37 pays, 300 usines, 2 centres de gravité en matière d'innovation, ce qu'on appelle le cockpit du futur, et le deuxième est la mobilité durable. On a 4 branches, 4 business groups, une qui s'occupe des sièges automobiles, une qui s'occupe de tout l'intérieur automobile, une qui est en charge de l'électronique, de l'intérieur mais pas seulement, et puis une business group qui s'occupe de la dépollution, de la récupération d'énergie et aussi du zéro émission. Et nous avons une collaboration qui démarre avec Michelin sur l'hydrogène. Alors justement, c'est quoi cette collaboration avec Michelin sur l'hydrogène? C'est-à-dire que vous ne croyez pas à l'électrique? C'est quoi? Pourquoi vous plongez dans l'hydrogène? On a raté l'électrique, donc il fallait qu'on trouve autre chose. Non, en fait, l'hydrogène est probablement la seule alternative à l'électrique, à la batterie electric vehicles. Et pour un certain nombre de cas d'usage, par exemple les cas d'usage intensifs, là où les puissances moteurs seront importantes, où l'autonomie fera la différence, il faudra utiliser de l'hydrogène parce que vous ne pouvez pas embarquer des charges de batterie trop lourdes qui handicaperaient la charge utile, par exemple, des camions. Donc camions, mais pas seulement, tout ce qui est haute puissance, les trains, un certain nombre de bateaux également seront dans le futur équipés de moteurs hydrogène, de piles à combustible, pour atteindre le zéro émission. Nous avons l'intention avec Michelin de créer un campus, une espèce de plateforme, mais une plateforme physique cette fois-ci, pour fabriquer des différents systèmes hydrogène, et on aimerait bien que ça se fasse en France. Une plateforme, c'est-à-dire vous y mettez tout votre poids dans la balance? On a expliqué que ce serait bien, que ça créerait beaucoup d'emplois, que ça permettrait également d'améliorer la balance commerciale, parce que je pense qu'il y a des montants très significatifs à l'exportation à prévoir dans le futur. Et donc voilà, il y a d'autres pays européens qui sont intéressés également. Alors on a raté l'électrique, c'est vrai, mais on n'est pas forcément mécontent de l'avoir raté, parce que vous avez vu que les batteries, elles sont fabriquées en dehors de France et en dehors d'Europe plus globalement. C'est une industrie asiatique. Elle se partage entre la Chine, la Corée et le Japon. Et quand on regarde la façon dont va se développer la voiture électrique, je ne sais pas si les grands joueurs mondiaux de batterie auront les ressources nécessaires pour investir simultanément dans leur région d'origine et aussi dans d'autres régions comme l'Europe. Il y a un certain nombre de constructeurs comme Toyota, comme Honda, comme Hyundai. Qui ont déjà des applications, donc des véhicules sur la route, et qui fonctionnent parfaitement bien. Mais ce sont aussi des pays qui se posent les questions de géopolitique et de savoir quelles vont être leurs dépendances stratégiques dans les années à venir. Vous savez qu'aujourd'hui, les batteries, un des composants de ces batteries importants, c'est le cobalt. 50% de la réserve mondiale se situe au Congo. Au Congo, sur un territoire qui est extrêmement étroit. C'est pas le pays le plus stable du point de vue politique que l'on connaisse. Donc il y a un problème de prévision des coûts et de la convergence des coûts qui est nécessaire à rendre ces voitures plus démocratiques. Parce qu'en fait, on a toujours un problème d'abordabilité. Quand vous regardez, on a parlé tout à l'heure, Luc a parlé de rupture technologique. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces dernières années, sur ces 5 à 10 dernières années, on a beaucoup travaillé sur le rendre possible. C'est-à-dire, en fait, trouver des technologies qui vont permettre la voiture autonome, qui vont permettre la voiture électrique, etc.
mais on ne s'est peut-être pas en parallèle suffisamment penché sur le business model. Et la voiture est un élément qui est extrêmement compétitif. C'est un bien durable qui coûte très cher. Pour les gens, c'est d'une importance capitale que le prix reste sous un certain niveau. Et ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on a un petit peu de mal avec ça. Donc on va voir comment cette industrie va être capable effectivement de réagir et de réduire les coûts également par les volumes. Mais c'est pas gagné. Toutes les normes qui tombent sur le capot du monde automobile, vous pensez qu'il va y avoir des morts, comme l'annonce Carlos Tavares, en disant que finalement les normes sont tellement fortes et les investissements vont être tellement lourds que finalement peu vont pouvoir résister à tout ce que demandent les unions européennes, etc. Donc est-ce que vous pensez aussi que ça va être très compliqué dans les prochaines années? Alors la réponse est difficile parce que je pense que la vision vers le zéro émission est une vision inéluctable. Elle est certaine. De pousser les industriels en Europe à trouver des solutions pour aller le plus vite possible vers du zéro émission abordable et performant pourrait être vu comme un avantage. La difficulté qu'il faut que l'on considère, c'est la vitesse. Si on précipite les choses, on va probablement se planter. Ce qui est particulier au monde automobile actuel, c'est que les décisions ne peuvent plus être prises par cette industrie à l'intérieur de cette industrie. Le monde automobile ne peut pas décider de l'infrastructure de recharge électrique. Les villes sont impliquées aujourd'hui. Les villes sont impliquées, donc le réseau est important, la réglementation est importante, la production d'électricité est importante. Donc en fait, il y a beaucoup de parties prenantes et seul un écosystème correctement organisé pourra faire évoluer en fait la vitesse et pourra prédire une certaine vitesse d'implémentation de l'électrique. Ça veut dire que 2040, c'est trop vite. Alors 2040, c'est pas trop vite. 2040, c'est très loin pour nous. Donc, parce que c'est pas 2040, c'est 2025 et 2030 dont il est question. Oui, mais la 2020, zéro émission, c'est pas 2000. Oui, mais en fait, vous voyez bien. Il faut mettre du zéro émission pour il faut le 2025. beaucoup de zéro émission pour être capable d'atteindre les performances de CO2 qui sont les recommandations de la communauté européenne. Et on n'a pas besoin d'aller en 2025, en 2020. Il va falloir que l'automobile atteigne 95 grammes en Europe, et c'est une performance. Mais ce 2020-2021, on ne le connaît pas d'hier. Alors, il y a quand même eu quelque part un défaut de vigilance de la part de l'industrie. Non, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on a l'impression que le 2020-2021 vient d'être annoncé. Alors le 95 grammes qui va s'appliquer en 2020 existe depuis... Enfin, cette information existe depuis 3 ans maintenant, et le monde automobile serait capable de s'y adapter. Pas sans mal. Pas sans mal parce qu'au moment où cette réglementation a été décidée, le diesel faisait partie intégrante des volumes et donc du mix. Depuis, il s'est passé quelque chose qui fait que le diesel n'est plus à la mode. Et le diesel va impacter fortement le mix, parce que le diesel, par le fait que sa consommation est inférieure, a une performance CO2 meilleure que l'équivalent essence. Mais vous l'avez vécu comme nous, les nouvelles normes pour 2025 et pour 2030 ont été décidées très récemment. Et là, la rupture est extrêmement forte. Et encore une fois, les constructeurs, et vous pouvez le lire dans les différentes annonces faites, ont décidé de pousser l'électrique. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des clients derrière. Parce que dès qu'on va atteindre un certain volume, les incentives gouvernementales vont tomber. Et si les coûts n'auront pas convergé d'ici là, on aura un problème. Sans parler à nouveau de tout l'environnement. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas recharger, si vous pouvez pas recharger votre voiture, ça va poser quelques difficultés. Il faut aussi
prendre en compte que les taxes sur le carburant représentent en France 50 milliards d'euros par an. 250 milliards pour l'Europe. Il va falloir trouver des solutions.